Donc parmi les facteurs importants, en fait, il y a la démographie. Et là, je vais arriver sur un moment où ça va tanguer un petit peu peut-être au niveau du débat. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré une figure où vous voyez l'effondrement de la mégafaune et l'explosion de la population humaine. Et il y a un monsieur qui est toujours décrié, pour lequel j'ai une grande tendresse, qui a eu tort d'avoir raison 2 siècles trop tôt. C'était le révérend Malthus, et dans son essai sur le principe de population. Alors évidemment, Malthus, on peut toujours critiquer, il avait un modèle exponentiel de la population qui, évidemment, aujourd'hui, quand on fait de l'écologie, il n'a aucun sens, parce que ce sont des équations différentielles, c'est des choses un peu plus compliquées que ce qu'il avait mis. Mais Malthus avait dit que si ça continue comme ça, on épuisera les ressources, il y aura un moment donné, voilà. Ben, malheureusement, le pauvre Malthus, que des mecs comme Finkielkraut aujourd'hui, ou comme Michel Onfray, ou comme tout un tas d'autres personnes, continuent de considérer comme un con, tout simplement parce qu'il a eu raison bien avant l'heure. Il y a un autre personnage qui est un écologiste néo-malthusien, qui est le plus grand chercheur en écologie de tous les temps, qui est Paul Ehrlich, qui est l'Einstein de l'écologie. Hein. C'est un monsieur qui a publié énormément, qui continue aujourd'hui, à 85 ans, à publier des articles qui font autorité. C'est un monsieur, il analyse des mégadonnées de trucs. Enfin, il fait ce qu'on fait nous en génomique à l'échelle de l'écologie. En 1969, il a publié un bouquin, The Population Bomb, la bombe démographique. Et encore aujourd'hui, il y a des abrutis comme un certain Steve Pinker, qui est chercheur en neurosciences à l'université de Harvard, et qui viennent dire de toute façon, Ehrlich avait tort parce que ça ne s'est pas réalisé. Il faut être con quand même. Hein. Eh bien, Pinker, il a une belle audience auprès du Figaro, de tout un tas de milieux de la droite française qui viennent de dire que Paul Ehrlich avait tort. Voilà. Donc on rejoint la politique en fait. Là. Voilà. Voilà. Donc la démographie, c'est évidemment un facteur majeur. Enfin, je veux dire, il faut. Voilà. À mon sens, si on veut s'en sortir, il faut que, c'est à la louche, hein, qu'environ la moitié de l'humanité au moins, et la moitié des ressources de l'humanité, donc financières, etc., soient consacrées à la restauration des écosystèmes. Alors j'imagine que tous ici, si je vous dis, je vous paye pour aller, je sais pas moi, entretenir un pan de forêt, etc., avec amour, etc., je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient le faire. Si on offrait cette possibilité-là, imaginez, du jour au lendemain, le capitalisme, tout d'un coup, admettons qu'il survive à l'histoire, tout d'un coup, propose aux gens, oh mais on va vous offrir en fait un espèce de revenu universel pour faire ce que vous voulez dans l'environnement. Mais il y en a plein qui voudraient faire ça, non? Vous êtes partant? On y va? À mon avis, ça c'est de l'intuition. Hein. Je pense qu'il faut un gros changement dans l'humanité, c'est-à-dire qu'il y ait une envie en fait de restaurer la vie, un rêve en fait par rapport à ça, et que ce rêve en fait, il faut tout simplement l'offrir aux gens. L'offrir, c'est les formant, leur donner la possibilité au niveau financier d'être autonome au niveau financier et de plus se préoccuper de l'avenir. Hein. Donc vous verrez ce que je propose, et ensuite d'y mettre le paquet. Donc plus de la moitié des ressources de l'humanité. Et Dieu sait si on en a. Un écologiste français, je ne sais pas si c'est Cochet ou un autre, disait qu'il fallait passer à une économie de guerre. Oui. Quelqu'un a dit, un écologiste français, il fallait passer à une économie de guerre. Oui, c'est Yves Cochet. Ouais. C'était lui, c'est-à-dire on a un objectif, tout le monde y va, et puis c'est dictatorial, mais c'est comme ça. Exactement. De toute façon, nous sommes en danger imminent. On est en danger imminent. Mais économie de guerre, à mon avis, pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire l'économie d'une planification écologique. C'est vraiment un point central. Et l'autre chose, c'est que nous sommes en train de faire face à la menace la plus grave à laquelle l'humanité aura jamais eu à faire face. À côté, la Deuxième Guerre mondiale, c'est du pipi de chat. Hein. Voilà. Donc, ouais, il faut se lancer dans... Il faut y aller, quoi. Oui, mais il faut remettre en cause le système de société qu'on a choisi, dans lequel on vit, c'est-à-dire le système capitaliste. Oui, mais pas que. Le système nationaux-capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, le système capitaliste, oui, mais le système des nations. Voilà.
évidemment que dire si la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Mexique ou je sais quel pays se disent, ou la Chine, on va faire quelque chose, bah, si on a la majeure partie de l'humanité contre soi, on peut rien faire. Hein. Donc il faut une gouvernance mondiale, évidemment. Mais quand je dis gouvernance mondiale, on peut garder une gouvernance pour des petites choses, mais en termes de faire face à une menace, une planification écologique, une régulation des échanges, etc., bah, ça ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale. C'est pas le bouton qui va imposer des règles. Hein. Dernier petit truc vraiment noir. En fait, aujourd'hui, on estime qu'avec les boucles d'amplification du climat et de la biodiversité, donc vous avez vu qu'il y a plein d'incendies, qu'il y en a un peu partout, qui sont en grande partie favorisés par la déforestation, l'usage des sols et la sécheresse et le climat. Donc il y a des boucles en fait d'amplification de partout. Aujourd'hui, une équipe de thermodynamiciens et d'écologistes a montré que il n'était pas exclu qu'à la fin de ce que nous sommes en train de faire, la Terre s'achemine vers une trajectoire de planète étuve, donc sur laquelle la vie serait totalement rayée. Ouais, totalement rayée. La probabilité est faible, hein, elle est de l'ordre de 0,1 ou 0,5%, hein, mais rien que le fait qu'elle existe, moi, ça m'a effrayé, mais j'imaginais bien que c'était possible. Mais en fait, ce n'est plus exclu. Et chaque année qui passe, la probabilité augmente un tout petit peu. Donc c'était le petit clin d'œil sympathique de la fin. Voilà. C'est tout petit, hein, vous inquiétez pas quand même. Hein, voilà. Alors on arrive à la troisième partie, donc... Oui. J'ai vu un mot que je n'ai pas compris, vénusisation. Qu'est-ce que c'est? Vénusisation, c'est la transformation. Vous savez, Vénus, c'est une planète où il y a un effet de serre spectaculaire. Il y a une concentration en gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, le méthane, l'azote, etc., les oxydes nitreux et compagnie, dans l'atmosphère, qui est tellement importante qu'il fait 400 degrés sur Vénus. Et c'est une planète qui a exactement la même taille que la Terre, qui est un tout petit peu plus près du Soleil, mais en fait, c'est pas ça qui fait la différence. Ce sont les gaz à effet de serre. Et en fait, elle a suivi une trajectoire différente de la Terre, à un moment donné, qui a fait qu'il y a eu, il n'y a pas eu de séquestration de carbone, et il y a eu tout un tas de gaz à effet de serre qui sont accumulés dans l'atmosphère. Mais la Terre aurait très bien pu ressembler à Vénus. Voilà. Alors, les solutions. Donc quoi faire? Alors, c'est les solutions de Mathias Massé. Hein. À partir de là, ce n'est que de la prospective. Hein, et donc, je prends l'entière responsabilité de ce que je dis. Je ne me cache pas derrière des collègues, etc. Parce que là, je me suis caché derrière les études. Hein, voilà. Parce que toutes ces études, moi, j'avais l'intuition que c'était comme ça. Mais j'ai pu, en fait, dire c'est comme ça quand j'ai mis un papier en travers de la gueule. Parce que toutes les études que je vous ai montrées, elles ont été publiées dans des très très grands journaux. Ce sont des études dans lesquelles on peut avoir une énorme confiance. Voilà, elles sont... On ne dira jamais qu'elles sont sûres, parce que quand on est scientifique, oui, il y a des petites chances. Mais non, c'est certain. Alors, il y a un article, quand même, qui disait qu'il faut une nouvelle donne globale pour la nature. En fait, il faut un New Deal comme dans la reconstruction de l'Occident, etc. On est dans la même situation, il faut reconstruire. Donc, il faut, comme vous disiez tout à l'heure, adresser des priorités. Ces priorités, elles sont multiples, en fait. À mon avis, la priorité au sommet, c'est la reconstruction écosystémique. Comme vous avez vu, les écosystèmes, ils sont détruits en grande partie, en fait, aujourd'hui par l'action de l'homme. Donc, il y a une toute première nécessité, c'est que derrière tout ça, il y a un pilotage scientifique. En gros, on équipe la Terre, alors je ne parle pas en termes physiques, hein, de senseurs, en fait, de sondes. Donc les sondes, ça peut être des trucs physiques, mais ça peut être aussi des humains, ça peut être aussi des satellites, ça peut être tout un tas de données. Qu'on ait une image des écosystèmes à l'échelle terrestre en temps réel, et que cette image en temps réel nous permette, avec des modélisations, de savoir où on va. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, à chaque fois qu'on va, par exemple, reconstruire une forêt, qu'on va remettre des espèces, etc., qu'on sache où on va, et que si jamais on fait une petite erreur à un moment donné, on puisse la corriger,
Donc ça veut dire qu'il y ait grosso modo toute une économie en fait qui se crée autour de la reconstruction écosystémique et de la recherche scientifique. C'est pas pour avoir un poste que je dis ça. Hein. Ça serait bien. Hein, donc ça c'est des actions proactives. En fait, j'ai inversé un petit peu les. Si on doit ressusciter des espèces, moi je suis hyper favorable. Je pense qu'il faut aller aussi dans cette direction. Le cheval sauvage, le roc, le bison, le dodo, le loup marsupial, enfin peu importe, hein, enfin, le mammouth. Voilà. À partir du moment où on arrive à modéliser par la recherche que ces espèces-là sont des espèces clés, mais elles sont toutes clés. Quoi. Je veux dire, le moustique, il est clé. Hein. Surtout en ce moment. À votre avis, par rapport à il y a 50 ans, est-ce que vous diriez qu'il y a plus ou moins de moustiques? Ça dépend du nombre de boutons. Puis c'est le tigre. C'est moins de tigres. Alors, il y a beaucoup moins de tigres, effectivement. Ça, de toute façon, il n'y a plus que du tigre, donc voilà. Mais moi, on se foutait de ma gueule il y a 15 ans, 18 ans, quand j'ai envoyé un moustique tigre d'ici au muséum. Ils m'ont dit, mais non, le moustique tigre, il n'y a pas encore. Quand il a reçu le mec, il m'a dit, mais il sort d'où votre moustique tigre? J'étais fouleron. Et il y en a beaucoup moins ou beaucoup plus? Moins. Ouais, tu poses la question. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais infiniment moins. Et moi, je viens de Perpignan. Et quand j'étais gamin, avant qu'ils balancent du DDT en veux-tu, en voilà, mais nous, on avait des moustiquaires sur toutes les fenêtres. On ne pouvait pas sortir sans se faire. Enfin, moi, j'ai la chance parce que les moustiques, ils ne me piquent pas trop. Et même s'ils me piquent, je me laisse piquer parce qu'ils ne me font pas trop mal. Donc, oui, j'ai de chance. Et non, il y en a beaucoup moins. Et quand ils ont commencé à balancer du DDT dans les étangs autour de Canet, Perpignan, enfin sur la côte, on a eu on a eu des mortalités spectaculaires de poissons. On a eu des dizaines de milliers de poissons par étang qui sont morts du jour au lendemain. Et donc on a eu une vidange d'étang. Ben, c'est pourquoi vous enlevez la bouffe des poissons, ben, ils crèvent. Hein. Les larves de moustiques, c'est bien pour manger. Ce que je vous disais tout à l'heure, au moins la moitié de la population et de la richesse investie en fait dans cet effort de guerre. Et une agriculture entièrement inféodée aux écosystèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se passe totalement des pesticides, on se passe totalement des engrais, mais à condition qu'on ait une agriculture qui soit bien plus exigeante que le bio, que l'agroforesterie, etc. C'est quelque chose d'encore plus fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, vous imaginez un paysan, il a sur ces terres la moitié en écosystème naturel entier, hein, donc loup, ours, tout ce que vous voulez, et l'autre moitié, en fait, il a ses cultures, donc avec des corridors, etc. Le tout avec une planification de corridors en fait biologiques, et donc que en hiver, par exemple, au lieu d'avoir ces putains de champs là qui sont pourris, marronnasses, etc., où il n'y a pas une plante qui pousse, où il n'y a pas un animal, eh bien, vous ayez évidemment des chevaux sauvages, des bisons qui se baladent, etc. Merveilleux, hein? C'est chouette, hein, comme idée. Hein, ouais. Par contre, vous avez passé à le faire vivre, l'agriculteur? Eh bien, comme ça. Ah ouais, mais les revenus qui vont sortir, il fait comment? Alors, je vais venir à la fin. Alors, je vais passer à la dernière diapo. Moi, je voulais savoir les animaux donc, sur les terres retournées en hiver, ils vont manger quoi? Parce que c'est retourné, il n'y a rien. Mais on ne retourne plus. Ah, d'accord. Okay. Oui, d'accord, bien. Ouais. Oui, parce que vous parliez de terre nue, donc je me dis, là, il n'y a rien. Non, mais justement. Il ne faut pas retourner. Justement. Le labour profond, c'est une hérésie agricole. Oui, non, mais Voilà. tout à fait. Et Mais surtout... là, c'était pas clair, puisqu'on parlait des terres Non, mais après bon, avec voilà. les animaux. Je suis en train de décrire un bouquin dans lequel il y aura plus de détails. Hein. Mais le principe, c'est que, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'agriculture? C'est, en termes temporels et spatial. Vous avez une surface, et vous regardez cette surface du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Vous faites des coupes. Et vous regardez l'occupation du sol. Vous regardez la biomasse produite. En gros, vous avez 0, 0, 0, 0. Hop, quand arrive le printemps et l'été, pim, hop, on a un pic, et puis après on retombe à 0. En gros, en hiver, on n'a plus rien. C'est trop là. On est obligé d'implanter le culture hivernale. Pardon? On est obligé d'implanter le culture hivernale.
On Oui. n'a pas le droit de laisser les sols nus. Donc, Oui, enfin, ils sont quand même. Oui, mais il y a un peu de non, blé. non, on met voilà. la fève rôle pour passer l'hiver pour se mettre maïs au printemps. Tout dépend sur quelle culture. Le blé, par exemple, il n'y a rien en Le hiver. blé, lui, il est en blé, donc la culture, elle est en place. Ouais, enfin, elle est en- Sur les cultures où on attend pour semer du maïs au printemps, on sait une fève rôle. Aujourd'hui, Ou un radis. oui, aujourd'hui, le blé, il commence à lever un petit peu en janvier, etc. C'est un peu Non, plus- le blé, il va en novembre. Ici, on le sème en octobre. Donc, Oui, novembre, ouais. mais Mais c'est bon, prochain. en gros, la biomasse, elle est ridicule. Et après, on le fauche de toute façon au début de l'été. Donc, de toute façon, il y a une trop grande partie en fait de l'année sur laquelle ces écosystèmes ne sont pas occupés. Donc, il y a une séparation entre l'élevage et l'agriculture végétale, parce que grosso modo, notre modèle agricole, depuis les années 60, il a consisté à séparer artificiellement le végétal de l'animal. Et ça, c'est déjà une erreur. Parce que, qu'est-ce que ça a donné? Ça a tout simplement provoqué un appel, en fait, sur des ressources d'engrais que on avait, en fait, grâce à l'animal, qu'on n'a plus. Et donc, du coup, on a inféodé les agriculteurs à une production d'engrais chimiques. Et ça, c'est un grave problème. Donc, on a vraiment un découpage, en fait, temporel tout au long de l'année qui n'est pas du tout profitable. C'est bien pour ça qu'on met la fève rôle en place l'hiver, Oui, qui oui, mais- rapporte de l'azote pour mettre en place un maïs arrière sur lequel on met que 120 litres d'azote. Bien sûr, bien sûr. Au lieu de 200. Mais le comme but, autrefois. le but, c'est quand même d'arriver à se passer totalement des engrais. Ça, c'est sûrement notre schéma, mais, Ah, mais je suis en train de vous parler dans le schéma quand même, oui. dans le schéma, si vous voulez, il va falloir que vous parliez après de financement du monde paysan. C'est-à-dire Mais- que le paysan, il va falloir qu'il rembourse ses emprunts et qu'il va Lisez, payer sa famille. lisez ce que je viens de marquer là, voilà. On verra pour l'histoire de la dette après. Voilà. Voilà. Quelques solutions alternatives. Voilà. Alors, il m'a fait venir à une des dernières diapos. Alors, vous avez compris que pour moi, il faut un aplatissement des inégalités, que tout le monde gagne exactement la même chose, qu'on ait un revenu universel unique et obligatoire à l'échelle terrestre. Bon, évidemment, hein, le communisme à l'échelle mondiale, je veux dire, vous voyez, c'est un peu... mais oui, c'est ce que je pense en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros... à partir du moment où l'humain il n'a plus d'inquiétude sur sa survie, parce que tout simplement il a un revenu qui lui tombe tous les mois, et qu'on lui dit fais ce que tu veux de ta vie, il libère sa productivité, il libère son inventivité, il est créatif. Voilà. Et Thomas Piketty, qui vient de publier son dernier opus la semaine dernière, je vais me jeter demain pour l'acheter, démontre qu'en fait les inégalités ne sont pas du tout inéluctables. Elles sont pilotées par une idéologie. Et il le démontre à partir de données chiffrées, numériques, etc.